Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse consacrée cette semaine à la bancarisation. Le dossier du jour, le déclin des banques de développement sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, marche républicaine à Paris ce dimanche pour lutter contre le terrorisme après les attentats de ces derniers jours à Paris. Certains présidents africains ou leurs représentants étaient présents. Le Sud-Soudan, un pays dont la situation sécuritaire inquiète de plus en plus, les affrontements entre le président Salva Kiir et Riek Machar qui ont commencé en décembre 2013 ont fait des milliers de victimes et des millions de déplacés et réfugiés. Et dans la troisième partie, nous parlerons économie avec la visite du président sénégalais Macky Sall en Algérie et la chute du prix du baril de pétrole qui pourrait avoir de graves conséquences sur les pays exportateurs. Ils sont avec nous pour en parler, nos éditorialistes Nadia Lamarque. Nadia, bienvenue. Merci Amira, bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs. Jamal Taleb, Jamal, bienvenue. Merci Amira, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Et Daoud Attal, notre invité, consultant en développement local. Monsieur Attal, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Faure Gnassingbé, chef d'État togolais, était l'un des 6 présidents africains à avoir défilé ce dimanche 11 janvier aux côtés du président français François Hollande au cours de la marche républicaine de Paris suite au double attentat qui a fait 17 morts dans la capitale française. L'occasion d'exprimer son inquiétude face à la montée du terrorisme sur le continent. Graziella Tchakounte. L'Afrique au chevet de la France, la marche républicaine de ce dimanche à Paris contre le terrorisme a rassemblé plusieurs dirigeants étrangers, dont 6 chefs d'État africains. Parmi eux, le Togolais Faure Gnassingbé, venu témoigner de sa solidarité avec le peuple français. 2 choses m'ont déterminé à participer à la marche de Paris. La première, c'est l'extraordinaire mobilisation du peuple français dans plusieurs villes. Des mobilisations spontanées, des citoyens, du petit peuple. Il est évident que tout le monde est touché, ressent la douleur du peuple français. Et pour moi qui ai vécu dans ce pays pendant plus de 10 ans, j'ai compris que la France était touchée, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait un désir de rester debout face à l'événement. La France est un pays ami. Quand on a un ami dans les moments douloureux comme ça, il faut être à côté. Autre raison de la présence du président togolais, le nécessaire front commun à constituer contre le terrorisme. Nous sommes dans une région où le terrorisme sévit. Nous le regrettons parfois que les réactions ne soient pas les mêmes quand ces événements se produisent dans nos pays, au Nigeria, au Kenya ou au Mali. Mais je me dis justement, aujourd'hui c'est l'affaire de tous quand il s'agit de terrorisme. Si nous reprochons aux Occidentaux de ne pas être à nos côtés quand il y a des attentats, c'est justement l'occasion de venir à leur côté pour qu'ils comprennent que c'est le même mal, même s'il prend des formes différentes, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. C'est le même mal. Une Afrique solidaire et concernée donc, à l'heure où le spectre du terrorisme hante le continent. Mali, Libye, Cameroun, Nigeria, Kenya ou encore Somalie, les foyers de tension sont nombreux. Et alors que le monde entier avait les yeux rivés sur la France, le Nigeria faisait face seul aux attaques les plus meurtrières des islamistes de Boko Haram. Monsieur Tal, la France entière qui se mobilise, mais pas seulement. On peut dire que les attentats perpétrés à Paris ces derniers jours ont mobilisé beaucoup de monde. Oui, effectivement, ça a mobilisé beaucoup de monde, notamment la manifestation qu'on a vue hier. Effectivement, on parle de 3,5 millions de personnes dans toute la France. Je pense qu'effectivement, la mobilisation était grande. Comme le dit le reportage, il y a eu quelques présidents africains qui ont fait le déplacement. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était à la fois important pour ces présidents-là de dire on vient soutenir la France dans un fléau qui nous guette nous aussi, nous-mêmes. Et je pense que c'est aussi important pour le président français François Hollande, qui du coup peut également, à travers cette présence des Africains, justifier l'intervention du Mali, par exemple. On a vu le président Ibrahim Boubacar Keïta devant, aux côtés de François Hollande, finalement. Et donc, je pense que politiquement, c'est également quelque chose qui est intéressant pour le président français, de montrer ses visages africains et de dire, voilà, si on intervient à l'étranger, parce que l'intervention dans des pays comme ça, Mali, etc.,
ça ne fait pas forcément l'unanimité dans la classe politique française, toujours. Et je pense que c'était un symbole qu'il voulait donner également. Mais je peux aussi revenir sur ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est-à-dire que il se passe des choses dans les pays au Boko Haram, au Nigeria, au Cameroun, le Mali, le Nord Mali, etc. Bon, on ne voit pas ce type de mobilisation et c'est quelque chose quand même qu'on peut regretter à mon avis. Mais le côté positif, c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants occidentaux prennent conscience que la menace qui les guette à l'intérieur vient peut-être de l'extérieur et du coup, pour combattre ce phénomène, c'est tous ensemble tout simplement. Jamal, comment avez-vous apprécié la venue des chefs d'État africains ou représentants à cette marche républicaine ? Positivement, forcément, compte tenu de l'événement, compte tenu donc de l'émotion très forte en France. Il est normal que les amis de la France viennent exprimer la solidarité. Il y a un côté, pardon de casser l'unanimisme général, hein, il y a un côté cliché, il y a un côté venez tous autour de moi, pleurer. Quand il y a malheur chez vous, au demeurant, je ne viens jamais. Enfin, voilà, si, je viens au Mali, mais quand il y a au Nigeria, moi j'aurais bien aimé, vous l'avez dit, je pense que vous avez parfaitement raison, j'aurais bien aimé, il y a 2000 personnes qui sont mortes. J'aurais aimé que le même unanimisme, pas seulement français, mais mondial, vienne s'exprimer pour la mort de ces Nigérians. Or, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a une hiérarchie des morts. Il y en a qui sont très importants, il y en a qui sont moyennement importants, et j'ai bien peur qu'il y en ait qui ne soient pas importants du tout. Et donc, la faute ne revient pas encore une fois aux Français, ni aux Occidentaux, elle nous revient à nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que si on faisait comprendre un peu au monde que les 2000 personnes, enfin, par 2 personnes mortes chez nous, c'est important, que 2000, c'est très important, et qu'en définitive, nous faisons preuve de la même émotion, de la même compassion à l'endroit donc de nos citoyens, la solidarité des autres viendrait probablement ou ne viendrait pas, et à ce moment-là, on va se fixer les limites. Et donc, c'est le problème. Cela encore dit, ça n'enlève rien, et bien entendu, aux chefs d'État qui sont déplacés dans ces moments-là importants, oui, je pense. Nadia Jamal parlait de hiérarchie des morts. C'est un peu un sentiment qui est revenu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Certains ont beaucoup regretté que ce qui se passe, par exemple, au Nigeria, ne faisait pas autant l'unanimité que ce qui se passait Oui, en effet. France. Et c'est vrai que toute la séquence laisse à penser, justement, et comme le disait à juste titre Jamel, un mort français en France vaut bien plus que 100 morts ou 1000 morts en Afrique. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment-là. Bien sûr, ce qui s'est passé en France est horrible et ça a été un traumatisme, hein, il faut le dire, dans la société française. Mais on voit bien la force de cette fameuse société française qui est capable et qui, de manière spontanée, a réagi en faisant des rassemblements. Il y a eu une sorte de mouvement de solidarité qui a été très très fort. Et les gens, même ceux qui n'étaient pas spécialement ni politisés, ni sensibles à ce type de questions-là, se sont sentis concernés. Et moi, c'est un peu là-dessus que j'aimerais intervenir, dans le sens où si aussi dans nos pays, on avait cette capacité, au moment où on est face à une catastrophe nationale, cette capacité justement à faire front et à faire front commun, quels que soient les partis, quelles que soient les sensibilités, descendre dans la rue sans avoir à craindre, être aux côtés. Là, on a bien vu, François Hollande est arrivé aux côtés de ses concitoyens. Et si aussi, parfois, les chefs d'État africains descendaient dans la rue aux côtés de leurs concitoyens pour leur dire « nous aussi, nous sommes blessés lorsque l'un d'entre nous est blessé, lorsque un enfant de la patrie est blessé, moi aussi je me sens blessé », peut-être que ça permettrait de ressouder un peu les liens nationaux. Et je trouve que cette séquence, combien même, c'est vrai qu'il y a à dire sur le fait que les dignitaires africains, mais aussi le reste du monde, on avait l'impression qu'en effet, tout l'Occident s'est retrouvé, et on a vu principalement l'Occident. Quelques chefs d'État africains sont venus, mais ça a été surtout des Européens, des Américains, ça a été quand même un bloc occidental qui est apparu. Et si on avait cette capacité, nous aussi, d'être, si par exemple, ce qui s'est passé au Nigeria avait permis, en tout cas, avait provoqué chez d'autres chefs d'État africains ce même sentiment et qu'ils étaient venus à Abuja, moi j'aurais été très contente, sans que les Occidentaux viennent, que les voisins déjà, que les chefs d'État des pays voisins, les pays concernés se sentent solidaires. Là, on a bien vu que cette unanimité
que l'Europe a montré face au terrorisme dans les pays africains, nous ne l'avons pas encore. Merci Nadia, on va passer à la suite. Théâtre de violents affrontements depuis un an, le Sud-Soudan traverse une crise politique et sécuritaire très grave. Pour un maintien progressif de la paix dans le pays, les casques bleus multiplient les patrouilles dans la ville. C'est un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. Un an après le début du conflit au Soudan du Sud, les casques bleus des Nations Unies multiplient les patrouilles. Malakal, qui a été le théâtre de plusieurs affrontements violents entre forces gouvernementales et rebelles, est relativement calme depuis quelques mois. Le gouvernement affirme avoir le contrôle de la ville. Nous avons réussi à faire revenir un sentiment de normalité dans la ville, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Au début de la crise, les populations de Malakal avaient vraiment peur de sortir du camp des déplacés. Maintenant, avec l'arrivée des alliances gouvernementales, les choses reprennent dans cette ville. Depuis le début des tensions politiques, plusieurs concertations pour le dialogue se sont succédées, mais toutes semblent avoir échoué. Les combats ont repris en décembre dernier dans le jeune État qui a proclamé son indépendance en 2011. L'accord de cessez-le-feu, fréquemment rompu, laisse place à une impasse politique dans le pays. Les gens doutent encore du retour effectif de la paix, même lorsqu'ils sortent du camp pour se rendre en ville, car les gens craignent une nouvelle attaque. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, 10 000 personnes ont été tuées. Cette crise politique a poussé plus d'1 million de citoyens à fuir le pays et exposé près de 11 millions de nationaux à la famine et à la précarité. Jamal, c'est clair, les accords de paix conclus entre les différents protagonistes n'ont rien changé au Sud-Soudan. Il y a vraiment une impasse aujourd'hui dans le pays. En tout cas, il y a une difficulté importante, ça c'est clair. Tout le monde s'est mis à table, tout le monde a essayé d'arriver à une solution. Les pays riverains s'y sont mis. Malheureusement, le mal est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que nous sommes face à deux fractures. Une fracture politique entre deux visions, deux hommes, et puis une fracture ethnique qu'on a sous-estimée probablement au départ. Et donc, ces deux fractures sont à un niveau tel que malheureusement le colmatage ne suffit pas. Il faut aller plus profondément que cela. On ne va pas créer un Sud-Soudan d'un Sud-Soudan déjà lui-même tiré du Soudan. Enfin, ça va être compliqué. Entre Salva Kiir et Riek Machar, on ne va pas créer deux États encore. Moi, je pense, mais c'est mon sentiment depuis le début, que la création du Sud-Soudan est une défaite pour le continent africain. D'abord, elle met fin à un principe fondamental du droit international, celui du Posidetis, donc l'intangibilité des frontières. Et puis, elle met fin au principe donc, de la charte de l'Union africaine, qui elle aussi était bâtie, constituée sur cela. Et donc, c'est le constat d'échec d'abord des Africains, et puis un constat d'échec des pays riverains, qui n'ont pas été capables, encore une fois, d'empêcher cela. C'est en définitive la victoire de tous ceux qui ne voulaient pas de cette guerre, de tous ceux qui ne voulaient pas de cet État. Enfin, la victoire. En tout cas, malheureusement, à titre posthume, ils ont raison, hélas. Non, je pense que nous ne sommes pas dans une impasse définitive, parce que de toute façon, il est clair que les deux forces sont à peu près à égalité. Et dès lors qu'elles sont à égalité, donc aucune ne domine l'autre. Tout porte à croire que la situation soit elle demeure longtemps dans la situation où elle est maintenant, et ça, c'est pas acceptable, ou alors, définitivement et rapidement, on arrive à une solution. Une solution, en définitive, sans les deux chefs, n'est pas inenvisageable. En tout état de cause, je pense que les pays riverains ne peuvent pas maintenir la position actuelle, et le maintien des casques bleus qui coûte très cher, il ne faut pas l'oublier, ne va pas non plus se faire ad vitam aeternam. Nadia, vous êtes d'accord? On a l'impression que la situation est un peu bloquée quand même. J'ai l'impression surtout que ça fait des années que cette population du Sud subit les velléités guerrières des uns et des autres et les envies de pouvoir des uns et des autres au détriment de leur sécurité, de leur paix et de la possibilité pour eux de enfin sortir de la misère et de la faim. Maintenant, sur des aspects plus politiques, il est vrai qu'on a l'impression qu'au fond, il faudrait refaire la carte politique, pas la carte géographique, la carte politique, c'est-à-dire peut-être changer les hommes au pouvoir et retirer à ceux, bon, ça serait
peut-être encore créer une autre fraction, mais peut-être il faudrait essayer un peu la neutralité. Parce que là, on a l'impression qu'au fond, l'un ou l'autre, ça serait de toute manière choisir un camp contre un autre. Mais peut-être qu'il y a d'autres possibilités, peut-être qu'il y a une troisième voie, comme on dit, une troisième voie est possible, qui soit ni Dinka, ni Nuer, et qu'on retrouve d'autres ethnies qui font aussi le Sud-Soudan. Lorsque la question s'était posée sous d'autres aspects au Liban et qu'il a fallu répartir les pouvoirs, et on a donné à chacun un poste de responsabilité en pensant que voilà, ça allait peut-être calmer les envies des uns et des autres. Mais c'est vrai que ça a montré ses limites, mais au moins ça a permis un temps de revenir à un certain calme et de laisser la population commencer à lever la tête. Maintenant, je vous avoue que je ne comprends pas tout à fait tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe au Sud-Soudan. Sincèrement, à chaque fois, d'autres problèmes géostratégiques apparaissent. On voit bien qu'au fond, le Sud-Soudan n'est pas isolé du reste du continent et qu'il y a d'autres influences extérieures qui mettent de l'huile sur le feu aussi par intérêt extérieur. Donc bon, je vous avoue que je ne veux pas donner non plus une analyse en disant que ce serait ça la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement les tenants et aboutissants de cette affaire. Monsieur Tall, est-ce que les États africains se préoccupent assez de la situation au Sud-Soudan ? Je pense que les États africains ne se préoccupent pas assez d'aucune situation quasiment en Afrique, parce que sinon on n'en serait pas à cet état de fait. C'est radical. Non, il y a des efforts qui sont faits, mais en tout cas, il y a l'impuissance des États africains. Aujourd'hui, quand on compte le nombre de conflits qu'il y a sur le continent, c'est évident qu'on est impuissant face à ça. Non, mais entre impuissant et ne pas s'occuper, c'est pas pareil. Non, mais s'occuper convenablement, c'est une chose. On sait bien qu'il y a des intérêts divergents entre les États. Il y a aussi, de notre côté, la pression exercée par certaines puissances internationales qui font que les positions africaines ne sont pas forcément toujours communes, dans le fond. Donc là, je pense que la question, c'est plutôt... Est-ce qu'ils s'occupent convenablement de ça? Mais oui, ils s'en occupent, ils font des sommets, etc. et tout ça. Bon, il y a des résultats qui sont affichés. Mais là, dans le cas du Sud-Soudan, il est évident qu'il y a quand même une impuissance à la fois de l'Union africaine de régler ce problème. Ça, c'est une évidence, il me semble. Donc, bon, quelle est la solution? Ça fait dire finalement que le fait que le pays a été séparé, Sud-Soudan, etc., c'est quand même, oui, un échec peut-être. En tout cas, je ne sais pas si c'était finalement une bonne idée, parce qu'on a cru que ça pouvait résoudre le conflit. Et en fait, c'est pareil, on a le conflit dans le conflit. Voilà, on a le conflit dans le conflit, effectivement. Ce sera la fin, parce qu'on doit marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de l'Africa News On.